Si quelqu'un vous critique constamment, vous rabaisse ou est perturbé par vos succès, ne le prenez pas personnellement. Ce n'est pas votre problème. C'est la manifestation extérieure d'un problème que cette personne n'arrive pas à affronter intérieurement. Carl Jung lui a donné un nom, et lorsque vous connaîtrez ce nom, votre façon de percevoir les autres changera à jamais. Dans sa quête pour comprendre l'esprit humain, Carl Jung a fait l'une des découvertes les plus révolutionnaires du siècle, révélant une vérité que le monde de la psychologie n'avait jamais perçue avec autant de clarté. Selon Carl Jung, chaque personne porte en elle deux personnalités distinctes tout au long de sa vie. Nous en présentons une au monde, une personnalité polie et ordonnée, soigneusement façonnée pour se conformer aux attentes de la société et être acceptée. Mais l'autre facette commence à être refoulée bien plus tôt. Quand vous vous mettiez en colère enfant, on vous disait « les enfants sages ne font pas ça ». Quand vous étiez jaloux, on vous disait que vous devriez avoir honte. Quand vous étiez trop enthousiaste, trop affirmé ou trop émotif, on vous apprenait que c'était des défauts. Vous enfermez ces sentiments, ces pulsions, ces facettes de vous-même dans une boîte invisible et vous en refermez le couvercle. Carl Jung a donné un nom à cette boîte. L'ombre. L'ombre est la somme de tout ce que vous rejetez, niez et refoulez. Mais sachez-le, l'ombre ne disparaît pas, elle ne disparaît jamais. Elle se retire simplement dans un lieu invisible, et de là, sans même que vous vous en rendiez compte, continue de vous gouverner. Jung était très clair à ce sujet. Tout ce qu'une personne refoule se retrouve dans l'inconscient, mais l'inconscient ne reste jamais silencieux. Ce qui est refoulé finit toujours par refaire surface, se manifeste dans votre comportement, se révèle dans vos réactions, laisse son empreinte sur vos relations. L'ombre est la force la plus déterminante de votre vie, et la plupart des gens la terminent sans jamais s'en apercevoir. Mais en prendrez-vous conscience? C'est là que tout commence. Pourquoi l'idée de Jung est-elle si importante? Parce que jusqu'alors, on comprenait la psychologie à travers le prisme du conscient. Or, Jung disait, le véritable pouvoir réside dans l'inconscient, et c'est dans le recoin le plus sombre de l'inconscient que se cache l'ombre. Sans reconnaître cette ombre, sans l'affronter, une personne ne peut jamais atteindre la plénitude. La plénitude, selon Jung, n'est pas la perfection. C'est accepter aussi ses parts d'ombre. C'est être conscient non seulement de sa lumière, mais aussi de ses ténèbres. Et cette conscience constitue la différence fondamentale entre une personne ordinaire et une personne véritablement mature. Il faut ajouter que l'ombre n'est pas uniquement composée de mauvaises choses. Parfois, de très belles et précieuses qualités demeurent enfouies dans l'ombre, car elles ont été rejetées durant l'enfance. Peut-être étiez-vous très créatif, mais on vous a dit d'être réaliste. Peut-être étiez-vous très sensible, mais on vous a dit d'être trop émotif. Et vous avez enfoui cette sensibilité, cette créativité dans l'ombre. C'est pourquoi affronter son ombre signifie aussi retrouver ses parts perdues. Jung appelait cela le processus d'individuation et le décrivait comme le voyage le plus profond et le plus courageux qu'un être humain puisse entreprendre. Pour mieux comprendre le concept jungien de l'ombre, il faut considérer ceci. Le cerveau humain a été programmé, tout au long de l'évolution, pour survivre. Et survivre impliquait l'acceptation. Pour nos ancêtres, être exclu de la société signifiait la mort. Le cerveau a donc appris à refouler tout ce qui risquait d'entraîner le rejet. Dès le plus jeune âge, il a programmé les émotions dangereuses, les pensées pouvant mener à l'exclusion. Ce codage est si profondément ancré qu'il fonctionne désormais automatiquement, sans prise de décision consciente. C'est pourquoi l'ombre se forme si tôt et s'enracine si profondément. Imaginez un enfant de 4 ou 5 ans. Il est jaloux de son petit frère ou de sa petite sœur. C'est un sentiment tout à fait naturel, tout à fait humain. Mais sa mère lui dit « Tu ne devrais pas être jaloux de ton frère ou de ta sœur, c'est un sentiment horrible. » Et que fait l'enfant? Il enfouit ce sentiment. Car à cet âge-là, il n'y a pas de plus grande menace que de perdre l'amour de sa mère. Et ce sentiment enfoui constitue l'une des premières pierres de l'ombre. Les années passent, des dizaines de ces moments s'accumulent. Et un adulte émerge, avec une ombre immense en lui, mais inconscient de son existence. Jung disait que ce processus est inévitable. Aucun être humain ne peut grandir sans ombre, car aucune société, aucune famille ne peut accepter toutes les émotions d'un enfant, tous les aspects de sa personnalité tels qu'ils sont. La socialisation implique inévitablement une certaine forme de répression. Mais le problème n'est pas la répression en elle-même, c'est le fait que ce qui est refoulé passe inaperçu.
Le problème est de ne pas avoir conscience de l'existence de cette part d'ombre. Et c'est là que l'héritage de Jung prend tout son sens. Il a tracé une voie pour mettre fin à cette inconscience. Reconnaître cette part d'ombre, l'intégrer, et ainsi devenir un être humain pleinement entier. Ce cheminement est sans fin. Mais chaque pas, chaque instant de prise de conscience nous libère un peu plus. Et la liberté commence toujours de l'intérieur. L'aspect le plus insidieux de l'ombre ne crie jamais « Me voilà !» Il agit de manière bien plus silencieuse, bien plus intelligente. Et il se révèle le plus clairement à cet instant précis, lorsque vous regardez les autres. Oui, exactement. Si, au premier abord, vous ressentez une antipathie inexplicable envers quelqu'un, si une caractéristique particulière de cette personne vous dérange de façon disproportionnée, ou si son comportement vous remplit d'une colère profonde, arrêtez-vous. Car, selon Jung, cette réaction n'est pas accidentelle. Il s'agit très probablement d'un simple sentiment de familiarité éveillé en vous par un aspect de votre propre ombre. Jung appelait ce mécanisme la projection. La projection signifie que vous projetez inconsciemment sur autrui une caractéristique de vous-même que vous ne pouvez accepter, que vous ne voulez pas voir ou que vous rejetez, et vous vous mettez alors en colère contre ce reflet, comme si le problème venait de cette personne. Mais en réalité, cette personne vous tend un miroir qui ne reflète que ce qui existe déjà en vous. Comprendre cela peut être très déstabilisant au début, parce qu'il est difficile d'accepter que des choses que l'on pense ne jamais être comme ça existent en réalité en nous. C'est là que réside le courage de Jung. Il invite à ne pas fuir ce malaise, mais à l'accueillir pleinement, car reconnaître la projection est une étape cruciale du cheminement vers la découverte de soi. Prenons un exemple concret. Imaginons que l'importance que quelqu'un se donne vous exaspère. À chaque conversation, son arrogance vous obsède et vous ne pouvez vous empêcher d'en parler. Jung vous demande « Avez-vous déjà ressenti de l'importance? Avez-vous déjà eu envie d'attirer l'attention, mais au lieu de vous l'autoriser, l'avez-vous refoulé? Si votre réponse est non, réfléchissez-y à 2 fois. Car ce qui vous dérange le plus est souvent ce que vous avez refoulé le plus longtemps. Par ailleurs, la projection ne concerne pas uniquement les traits négatifs. Si vous rencontrez une personne magnifique, extraordinaire, presque parfaite, et que vous la regardez avec fascination, il s'agit très probablement du reflet d'un potentiel en vous que vous n'avez pas encore reconnu ou que vous ne vous êtes pas autorisé à exploiter. Jung appelait cela une projection positive. C'est pourquoi le mécanisme de projection est si puissant. Il détermine à la fois les personnes vers lesquelles vous êtes attiré et celles que vous évitez. Il influence vos relations, vos amitiés et même vos choix de carrière. Et tout cela est le fruit d'un processus qui opère silencieusement dans les profondeurs de l'inconscient. Alors, comment le remarquer? La prochaine fois que quelqu'un vous agace excessivement, prenez un instant pour vous recentrer. Demandez-vous, ai-je aussi ce trait de caractère? Pourquoi le ressens-je si intensément? Cette question peut être déstabilisante, mais ce malaise est le signe que vous êtes à l'aube d'une évolution personnelle. Si nous voulons observer le mécanisme de projection dans nos vies, il suffit de regarder l'un des endroits les plus évidents, les réseaux sociaux. Réfléchissez-y. Pourquoi les gens s'emportent-ils si facilement sur Internet? Pourquoi le mode de vie d'un inconnu? La réussite d'une personne que vous ne connaissez pas ou un fait divers concernant quelqu'un d'autre perturbe-t-il certaines personnes à ce point? Du point de vue de Jung, la réponse est limpide. Ces personnes projettent leurs propres ombres sur autrui. Si la vie luxueuse de quelqu'un vous dérange, c'est peu. Être parce qu'au fond de vous, vous la désirez aussi, mais vous vous l'interdisez. Si les opinions librement exprimées de quelqu'un vous irritent, c'est peu. Être parce que vous avez en vous des choses que vous voudriez dire depuis des années, mais que vous n'avez jamais pu exprimer. La projection est si répandue et si invisible, car elle apparaît toujours comme une réaction à un élément extérieur. Mais en réalité, elle révèle quelque chose d'intérieur. Comprendre cela transforme radicalement vos relations avec les autres. Car au lieu de chercher à l'extérieur la réponse à la question « Pourquoi cette personne me dérange-t-elle autant ?», vous commencez à vous tourner vers l'intérieur. Et cette perspective est à la fois surprenante et libératrice. Il est également important de préciser que la projection ne se limite pas aux émotions négatives. L'admiration peut aussi être une forme de projection. Quand on regarde quelqu'un et qu'on pense « j'aimerais tellement lui ressembler », on perçoit en réalité un potentiel inexploité en soi, reflété par cette personne. Jung considérait cette prise de conscience comme essentielle.
car les personnes que l'on admire nous montrent ce que l'on pourrait devenir. Au lieu de les idéaliser, il faut rechercher cette qualité en soi. C'est ainsi que l'on transforme la projection en un outil de croissance. Et lorsque cette transformation s'opère, nos relations s'épanouissent et l'on commence à percevoir son propre potentiel avec une bien plus grande clarté. Y a-t-il dans votre vie quelqu'un qui vous critique constamment, ignore vos réussites, est gêné par votre présence, fait des remarques désobligeantes ou éclipse vos joies au lieu de les partager? Si c'est le cas, sachez ceci. Le comportement de cette personne n'est pas dirigé contre vous. Il ne l'a jamais été. Cette personne perçoit en vous quelque chose qu'elle a refoulé en elle-même, et cette image la perturbe. Peut-être voit-elle votre liberté qui lui rappelle son propre enfermement. Peut-être les idées que vous exprimez courageusement lui rappellent-elles la voix qu'elle a dû faire taire pendant des années. Peut-être vos succès la forçant-ils à se confronter à ses propres rêves inassouvis. Et au lieu d'affronter tout cela, elle fait quelque chose de beaucoup plus facile. Elle se tourne vers vous. Elle tente de gérer son propre malaise en vous rabaissant. Jung l'exprimait ainsi. Moins une personne affronte sa propre ombre, plus elle la projette vers l'extérieur. Et cette projection est souvent dirigée vers ceux qui lui sont le plus proches, les plus visibles. Cette personne qui vous dérange ne choisit peut-être pas consciemment de vous nuire. Mais cela ne rend pas l'impact de leur comportement moins réel, car une ombre inconsciente continue de nuire à son entourage, involontairement, automatiquement, incontrôlablement. Alors, que faire? Avant tout, comprenez ceci. Chaque dispute avec cette personne vous entraîne dans son conflit intérieur. Et vous ne pouvez pas gagner ce conflit, car il ne vous concerne pas. C'est pourquoi les enseignements de Jung nous indiquent une voie très claire. Concentrez votre énergie sur la conscience, et non sur la défense. Essayez de comprendre cette personne, mais gardez vos distances, car comprendre ne signifie pas se condamner à son ombre. Au contraire, la compréhension libère. Savoir que leurs paroles ne remettent pas en question votre valeur empêche ces mots de vous atteindre. Et c'est précisément à ce moment-là qu'une transformation intérieure s'amorce. Vous ne réagissez plus à la critique comme à une attaque. Vous ne vous effondrez plus face au mépris, car vous savez ce qui se passe. Et celui qui sait est celui qui est protégé. Le plus difficile, lorsqu'on est en contact avec une personne qui vous rabaisse, vous critique ou est constamment importuné par votre présence, c'est que vous l'aimez peut-être. Il peut s'agir d'un membre de votre famille, d'un ami de longue date ou d'un collègue. Cette proximité rend la prise de distance d'autant plus complexe, car d'un côté il y a la compréhension et de l'autre l'instinct de protection. Jung suggérait la méthode suivante pour trouver un équilibre entre les deux. Comprendre d'abord, puis choisir. Comprendre ne signifie pas pardonner. Comprendre, c'est clarifier l'origine de ce comportement. Et cette clarté vous donne la liberté de choisir. Vous pouvez choisir de rester, de partir, ou de continuer en posant des limites. Dans tous les cas, il s'agit d'un choix conscient et non d'une fuite instinctive ou d'une acceptation passive. Si une personne vous traite constamment de cette façon, un autre point important, ne normalisez pas ce comportement. L'esprit humain s'habitue aux expériences répétées, et avec le temps, on commence à penser « peut être que c'est normal, peut être que j'ai vraiment un défaut ». C'est là que les enseignements de Jung interviennent comme un bouclier. En intégrant ces paroles, vous comprenez que ces mots et ces actions ne remettent pas en question votre valeur. Cette prise de conscience agit comme un système immunitaire mental. Au lieu d'interpréter systématiquement chaque négativité extérieure en vous demandant « qu'est-ce que cela révèle de moi ?», vous vous demandez plutôt « qu'est-ce que cela révèle de l'ombre de cette personne ?» Ce petit mais puissant changement de perspective vous protège, non seulement de la douleur immédiate, mais aussi d'une atteinte durable à l'estime de soi. Si ce que nous avons décrit vous semble familier, si vous avez une personne de ce genre dans votre entourage, conservez cette vidéo. Si vous voulez vraiment comprendre cette question, il nous faut creuser un peu plus, car l'énergie de l'ombre n'est pas qu'un simple concept psychologique. C'est le nom donné à la puissance la plus brute, la plus incontrôlée, la plus refoulée qui réside en chacun de nous. Et tout ce qui est refoulé a une caractéristique. Plus la répression dure, plus la force avec laquelle il revient est grande. Jung l'a compris très tôt. Le refoulement n'est jamais une solution. Ce n'est qu'un report. Et ce report a un prix. Plus l'ombre reste cachée dans l'obscurité, plus elle s'intensifie, plus elle se renforce, plus elle devient imprévisible. Connaissez-vous quelqu'un qui réagit de manière disproportionnée à des broutilles
un mot, un regard, une situation insignifiante. Et cette personne explose soudainement, perd le contrôle et ne comprend pas vraiment ce qui s'est passé. C'est l'ombre refoulée qui remonte à la surface. Ce qui explose à ce moment-là, ce n'est pas l'événement immédiat, mais des années de contenu émotionnel accumulé et non traité. Carl Jung l'expliquait ainsi. Plus on refoule de contenu dans l'inconscient, plus il s'y développe. Et à mesure qu'il grandit, son pouvoir de contrôle augmente. Finalement, il atteint un point où il ne nous contrôle plus, mais nous contrôle. Le plus terrifiant, c'est que ce processus est totalement inconscient. La personne concernée ne se lève pas le matin en se disant « Aujourd'hui, je vais projeter mon ombre ». C'est le produit d'un mécanisme automatique, inconscient et profond. Un autre facteur qui rend l'énergie de l'ombre si puissante est le suivant. La société nous a conditionnés à cacher notre ombre. Ne te mets pas en colère, ne crie pas, ne sois pas jaloux, ne ressens rien. Autant d'injonctions à réprimer. Et plus nous obéissons, plus l'ombre grandit. Ainsi, paradoxalement, chaque répression que nous opérons pour être une bonne personne nourrit en réalité l'ombre en nous. C'est pourquoi certaines personnes, aussi dociles, polies et calmes qu'elles paraissent, portent en elles une accumulation destructrice. Et cette accumulation, tôt ou tard, se manifeste à un moment incontrôlable. Elle détruit une relation, met fin à une amitié, empoisonne un souvenir. La raison ultime de la puissance de l'énergie de l'ombre réside dans l'accumulation de sentiments non jugés, incompris et rejetés. Si l'on considère que tout être vivant aspire à être vu, on comprend que l'ombre aussi désire être vue. Elle veut être remarquée, elle veut être acceptée, et tant que l'on refuse consciemment de le faire, elle trouve d'autres moyens de s'exprimer. Ces moyens sont souvent nuisibles, pour soi-même ou pour son entourage. Voilà pourquoi l'ombre est si puissante. Une autre façon de comprendre le pouvoir de l'énergie de l'ombre est de se tourner vers l'histoire. Jung a suivi de près la Seconde Guerre mondiale et a interprété cette catastrophe à travers le prisme du concept d'ombre. Selon lui, l'Allemagne nazie était l'explosion d'une ombre collective. La colère, la peur et la honte, accumulées au sein d'une société opprimée, humiliée et fragilisée pendant des années, lorsqu'elles sont activées par un leader et une idéologie, peuvent se transformer en destruction, comme l'humanité entière en a été témoin. Partant de ce constat, Jung affirmait que l'ombre n'est pas seulement individuelle, mais aussi collective. Les sociétés portent également des ombres, et l'ombre collective est bien plus dangereuse que l'ombre individuelle. Car des millions de personnes l'alimentent, et lorsqu'elle est déclenchée, la destruction qu'elle engendre n'est pas individuelle, mais historique. Cette perspective explique pourquoi, à certaines époques, l'humanité peut si facilement sombrer dans la haine. Pourquoi le concept de l'autre peut se former si rapidement, pourquoi les masses peuvent être si facilement manipulées. Tout cela est le produit de l'ombre collective non traitée. Pour revenir au niveau individuel, l'énergie de l'ombre n'est pas seulement votre problème. Nous vivons dans une société peuplée de personnes inconscientes, et chaque personne inconsciente continue de projeter son ombre sur son entourage. Par conséquent, affronter sa propre ombre n'est pas simplement une question de développement personnel. C'est aussi une responsabilité envers son entourage et la société. Celui qui reconnaît ses propres faiblesses ne les projette pas sur les autres. Et c'est précisément ce qui contribue à rendre le monde meilleur. Comment affronter son ombre? Jung n'a pas facilité ce cheminement. Au contraire, il affirmait qu'il exige un grand courage. Car reconnaître son ombre, c'est accepter que certaines choses que l'on niait auparavant font en réalité partie de soi. Et c'est un processus plutôt douloureux pour l'ego. Mais c'est aussi libérateur. Le point de départ peut toujours être cette question: quel type de personne vous dérange le plus? Quel trait de caractère? Quel comportement? Quelle attitude suscite en vous la réaction la plus forte? Une fois cela identifié, demandez-vous: est-ce que je ne possède jamais ce trait de caractère? Jamais? Peut être sous une forme très différente, peut être sous une forme très refoulée, peut être seulement à certains moments, mais vraiment jamais? Si votre réponse est encore absolument pas, Jung vous dit: regardez-la, juste au fond de vous, car les dénis les plus tenaces se cachent dans les recoins les plus profonds de l'inconscient. Une autre méthode consiste à prêter attention à ses rêves. Jung considérait les rêves comme le langage de l'inconscient. Les figures hostiles, effrayantes et perturbatrices de vos rêves sont souvent des représentations symboliques de votre propre ombre. Réfléchir à leurs actions, à leur apparence, à ce qu'ils représentent, peut fournir des indices précieux pour reconnaître l'ombre.
Une autre méthode pratique consiste à observer leurs réactions émotionnelles. La prochaine fois qu'ils réagissent de manière excessive ou ressentent une émotion intense et inattendue, arrêtez-vous. Ne fuyez pas cette émotion, ne l'ignorez pas, observez-la simplement. D'où vient-elle? À quoi vous fait-elle penser? Quelle vieille blessure réveille-t-elle? Ces questions ouvrent la porte à l'ombre, et lorsque cette porte s'ouvre, ce qui s'y trouve est toujours différent de ce à quoi vous vous attendiez. Car l'ombre est souvent inoffensive. C'est simplement une part de vous-même qui aspire à être vue, à être comprise. Un autre aspect de la confrontation avec l'ombre est le suivant. Il est difficile de le faire seul. Jung considérait la thérapie comme l'un des outils les plus importants dans ce processus, car être vu à travers le regard d'autrui nous aide à voir ce que nous ne pouvons pas voir par nous-mêmes. Mais vous pouvez au moins faire ceci. Tenez un journal intime. Notez non seulement ce qui s'est passé, mais aussi ce que vous avez ressenti, ce à quoi vous avez réagi, ce que vous avez nié. Cette honnêteté, avec le temps, lèvera le voile sur l'ombre. Et lorsque l'ombre rencontre la lumière, elle perd une grande partie de son pouvoir, car le pouvoir de l'ombre provient de son obscurité. Un obstacle fréquent se dresse sur le chemin de la reconnaissance de sa propre ombre, la honte. Car en regardant son ombre, on découvre des choses déplaisantes. On réalise qu'il y a de la jalousie en soi peut être une pointe de vengeance, des jugements tus, des désirs qu'on craint d'avouer. Et se confronter à ces aspects déclenche un sentiment de honte. Mais Jung disait que la honte est le plus grand obstacle à ce stade, car la honte enfonce l'ombre encore plus profondément. La pensée « je ne suis pas comme ça », « je ne peux pas l'être »,« je ne devrais pas l'être » empêche de regarder l'ombre. C'est tout le contraire. Lorsque vous voyez ces aspects, vous devriez pouvoir leur dire « oui, cela aussi est en moi », sans juger, sans condamner, simplement en acceptant. Cette acceptation ne signifie pas approuver ces aspects. Au contraire, c'est la première étape pour les maîtriser. On ne peut gérer ce qu'on ne voit pas. Mais lorsqu'on le voit, on peut choisir comment y réagir. Un autre point important souligné par Jung est le suivant. Le travail avec son ombre n'est pas un événement ponctuel. C'est un processus qui dure toute la vie. Chaque nouvelle étape, chaque nouvelle relation, chaque nouveau défi peut faire remonter à la surface de nouveaux aspects de l'ombre. Par conséquent, il n'existe pas de « j'ai déjà affronté mon ombre, c'est terminé ». Chaque confrontation prépare le terrain pour la suivante. Et avec le temps, ce processus devient moins douloureux, moins effrayant, parce qu'on sait désormais à quoi s'attendre. On a rencontré son ombre, et on n'a plus aussi peur de ce que l'on connaît. À ce stade, la maturité psychologique commence. Devenir une personne qui n'échappe pas à ses parts d'ombre, mais qui n'en est pas non plus l'esclave. Faire la paix avec son ombre n'est pas ce que beaucoup imaginent. Il ne s'agit pas de choisir le mal, ni de déchaîner sa colère intérieure et de nuire à autrui, ni de laisser libre cours à des pulsions refoulées. Faire la paix avec son ombre, c'est reconnaître ses aspects, les nommer, en reconnaître l'existence, puis les intégrer consciemment. Voyez les choses ainsi. Si vous savez que vous avez de la colère en vous, elle ne peut pas vous submerger soudainement, car vous la reconnaissez. Vous savez où elle se situe. Vous la voyez quand vous la ressentez, d'où elle vient, ce qu'elle signifie. Et grâce à cette conscience, vous pouvez utiliser cette colère comme une force, poser des limites, affirmer vos droits, vous défendre. Ainsi, une fois intégrée, l'ombre cesse d'être un fardeau et devient une ressource. L'une des plus belles citations de Jung prend ici tout son sens. Tant que vous ne voyez pas votre ombre, elle vous contrôle. Une fois que vous la voyez, vous la contrôlez. Et cette phrase n'est pas qu'une métaphore. Elle est la définition même de la liberté psychologique. Il nous faut maintenant aborder la question suivante. Comment une personne qui a affronté son ombre perçoit-elle son entourage? Son regard change. Désormais, elle ne se contente plus de voir les gens à travers leurs actions, mais aussi à travers le contenu refoulé qui les sous-tend. Elle devient curieuse, non plus en colère. Elle ne rejette pas l'autre, elle cherche à le comprendre. Et surtout, elle ne s'approprie pas l'ombre d'autrui. Lorsqu'on est attaqué, on ne se demande plus « ai-je fait quelque chose de mal ?» On se demande plutôt « qu'est-ce qui, chez cette personne, provoque une réaction aussi forte ?» Cette question change tout. Elle nous libère du rôle de victime. Elle nous protège de la réaction impulsive. Elle nous offre un choix. Dois-je intervenir ou dois-je garder mes distances? Garder ses distances n'est pas de la froideur. Au contraire, c'est une marque de profond respect de soi, car il n'est pas nécessaire d'entrer en contact avec chaque énergie de l'ombre.
Comprendre ne signifie pas se mettre à nu. On comprend, on voit, et pourtant on garde ses distances. Voici l'essence de l'enseignement de Jung. Se connaître soi-même, comprendre les autres, mais protéger ses limites. Lorsque ces trois éléments sont présents, vos relations se transforment radicalement. Vous ne voyez plus les gens à travers leurs actions, mais à travers ce qu'ils portent en eux. Cette perspective vous libère et donne un sens au monde qui vous entoure. Faire la paix avec son ombre a des effets concrets sur votre vie, qui deviennent très perceptibles avec le temps. Le premier changement que vous remarquerez est dans vos relations. Vous n'attendrez plus inconsciemment des choses des autres. À mesure que la projection diminue, vous commencez à voir les gens tels qu'ils sont, sans les idéaliser ni les juger injustement. Cela donne une profondeur incroyable aux relations, car vous établissez désormais un véritable contact avec l'autre personne et non avec les images que vous projetez sur elle. Le deuxième changement majeur concerne l'estime de soi. Celui qui connaît et accepte son ombre n'éprouve pas le besoin de constamment faire ses preuves, car il est conscient de lui-même. Lorsque vous parvenez à accepter même vos parts d'ombre, les critiques ou le mépris des autres perdent de leur poids. Pouvoir dire « oui, j'ai des défauts, oui, j'ai une part d'ombre, et pourtant je suis entier » est la meilleure armure mentale contre toute attaque extérieure. Le troisième changement est être le moins attendu, mais le plus profond. Votre vision de la vie se transforme. Vous cessez de diviser le monde en bons et méchants, car vous savez que chaque personne a une part d'ombre, que chaque action a un contexte, que personne n'est que l'image qu'il projette. Et cette prise de conscience éveille en vous une profonde compassion, envers les autres comme envers vous-même. C'était l'essence même de l'enseignement de Jung, se connaître soi-même, accepter sa part d'ombre, et ainsi exister avec plus d'honnêteté, de plénitude et d'authenticité, envers soi-même comme envers le monde. Il ne s'agit pas d'une destination, mais d'un cheminement continu. Mais entreprendre ce voyage changera à jamais le reste de votre vie. Ceci conclut notre vidéo. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.